papaya, nous voyageons de ville en ville, titali papaya. Ouais, j'ai donc fait ma valise et j'ai voltigé dans quelques autres théâtres, dont Mulhouse, Boulogne, Calais, Verviers, Gand, etc., pour atterrir à Bruxelles, à la Gaîté. Horrible théâtre, sentant la poussière. La salle au velours plus noir que rouge, où se dégageait un parfum de moisissure, des fauteuils plus ou moins en bon ou mauvais état, enfin je ne vois plus la différence, une troupe sédentaire aussi vieille que les murs de ce paradis de l'humour bruxellois, et cependant, cet endroit était si attachant. J'y retrouvais des collègues français qui venaient pendant les mois d'été en intersaison. Andréani, ténor de Marseille, Malou Rousseau de Toulon et d'autres un peu partout. On faisait la cuisine dans les loges. Il faut dire que nous faisions 3 spectacles par jour, plus les répétitions le matin pour la revue suivante. Pas un jour de congé. La revue durait 15 jours et on passait à la suivante. Mais j'ai rencontré là des gens merveilleux, avec un cœur grand comme ça. Oui, c'est là que j'ai appris également tout ce qu'il ne fallait pas faire au théâtre. Bien entendu, ce n'est pas dans ce genre d'établissement qu'on apprend son métier, bien au contraire, mais cela nous donne de l'endurance. Il faut une santé de fer pour résister à ce rythme. Étudier une revue, en répéter une autre le matin de 9 à 12, en jouer une troisième 3 fois par jour de 12h ou 12h15 à 11h plus ou moins 15 aussi. C'est plus fort qu'un entraînement olympique. Sans compter que le tout se passe dans un immeuble où la lumière du jour n'est jamais présente. Sur scène, cela se comprend. Dans la salle aussi. Mais dans les loges, la plupart n'ont pas de fenêtre. C'était le cas de la mienne. Et cependant, si après les 2 premières revues, j'étais très heureux de quitter ces lieux, l'année suivante, quand l'été fut fini, j'avais une envie folle d'y revenir. La Gaîté. Un théâtre mythique à Bruxelles. Quand j'ai auditionné dans ce théâtre, je venais de l'Opéra de Lille. Grande maison, au lieu du lyrique, un certain standing pour les artistes qui avaient eu la chance d'y être pensionnaires comme moi. Il faut que je vous décrive mon arrivée à Bruxelles. J'avais écrit au directeur de la Gaîté, M. Michel Elbaz, qui m'avait convoqué. Je ne savais pas dans quel trou j'allais me trouver. Et quand je dis trou, les travaux de la jonction entre le nord et le sud de Bruxelles coupaient la capitale en 2. C'était un véritable calvaire de circuler dans cette ville. J'arrivais enfin dans le centre, après un itinéraire impossible, accompagné de ma pianiste, Madame Lucie Delfosse, et d'un ami chanteur, Guy Vidal de l'Opéra de Paris. Nous arrivons en face d'un monument énorme construit en pierre de taille. Sur le devant, un bel escalier en pierre bleue où se reposaient quelques touristes ou indigènes, une canette de bière ou un cornet de frites à la main. Derrière le bâtiment, comme dans tous les théâtres, des fenêtres trouaient ce mur colossal. Une petite porte s'ouvrait. Au centre, en bas, nous entrons. Un huissier vient à notre rencontre rapidement. Nous demande ce que l'on vient faire. Je lui dis, j'ai rendez-vous avec le directeur, M. Elbaz.
Il me répond qu'il n'y a pas de monsieur Elbaz ici. Un peu agacé, je lui dis voici ma convocation pour auditionner. Il prend la dite convocation, la lit et me répond avec un sourire narquois. Vous êtes à la Bourse de Bruxelles, cher monsieur. Le théâtre est par là à gauche en sortant. J'avais l'air con. Ah ça on peut le dire. Madame Delphos et Guy éclatèrent de rire, oui tout comme moi. Enfin, on ne me reprendrait plus. La prochaine fois, je lirai ce qui est écrit au fronton de l'entrée principale. Et c'est dans un dédale de matériaux, de palissades, de baraques vendant des boudins noirs ou blancs, de charrettes à escargots. Enfin, toutes les saveurs de la Belgique s'étaient donné rendez-vous. Les frites, elles étaient là aussi. Il régnait une ambiance de fête. Les Belges, surtout à cette époque, étaient de joyeux lurons. Nous arrivons enfin devant un bâtiment blanc. Celui-ci ressemble à un vrai théâtre, impossible de se tromper. Il y a des affiches de spectacles sur les murs. On entend même quelques vocalises venant de l'intérieur. Cette fois, on y va, en toute confiance. Sur la porte, il est même inscrit, entrée des artistes. Alors si ça, c'est pas un théâtre, dis-je à mes amis, je ne m'appelle plus Jean-Pierre Bruno. Nous entrons, bonjour monsieur, j'ai rendez-vous avec le directeur pour l'audition. Et s'il n'y a pas d'audition aujourd'hui, cher monsieur. J'ai été convoqué par votre directeur, voici la convocation. Il ne l'a même pas lu. Rien qu'en voyant l'entête, il avait compris. Il m'emmena vers la sortie, nous avons fait le tour de l'établissement, et quand nous fûmes devant les colonnes qui ornent l'entrée principale du théâtre, il m'indiqua sur la droite, de l'autre côté, en face là-bas dans la rue, de l'autre côté de la place, une entrée crade qui se pointait en haut d'un escalier douteux. Là-bas, c'est là, cher monsieur, le théâtre de la Gaîté. Ici, me montrant le fronton qui se dressait sur les colonnes, c'est le théâtre royal de la Monnaie. Je ne vous dis pas la honte qui m'a prise. Tous les trois, nous sommes avancés vers le lieu que nous avait montré le charmant monsieur du TRM. On aurait dit une façade pour un film d'horreur. Des photos de filles à poil étaient en vedette dans une vitrine sur la gauche. Un petit escalier qui descendait je ne sais où, aux enfers sûrement. À côté, un plus large escalier monté vers plusieurs portes ouvertes et recouvertes d'affiches de spectacle. Sur la gauche du dit escalier, une vitrine avec des photos dignes des plus ridicules romans photos à l'italienne, agrémentaient monstrueusement l'édifice. Je ne pouvais plus faire un pas. Je voulais revenir chez nous à Lille. Et c'est sous l'insistance de ma pianiste et de mon ami Guy que j'ai gravi les marches. Là nous attendait le maître des lieux, une espèce de personnage sorti d'une mauvaise opérette qui me dit, après s'être présenté, monsieur Elbaz, je ne vous ferai pas l'injure de vous auditionner. Quand on vient de l'Opéra de Lille, on n'auditionne pas pour rentrer chez moi. Voici notre contrat, le vôtre en même temps. Vous inscrivez là le montant de votre cachet et vous signez. J'étais assez désarçonné. C'est la première fois qu'on m'accueille de cette façon. Je lui réponds, mon cachet, ben non, faites-moi une proposition. Il m'avoue que ses vedettes, Jean Aubaine, Charles Mers, Yetta Ferrat, Madi Diane, touché 550 francs belges de l'époque.
en 1971, je rappelle. Je fais rapidement et mentalement le compte, 550 fois 3 égale 1650 par jour. Ce n'était pas des cachets en cours à l'époque, c'était tout juste un défraiement. Ma pianiste me dit d'accepter. Pendant l'été, je ne trouverai rien d'autre. Enfin, je lui dis, bon, j'inscris 1650 francs de cachet. Aussitôt, monsieur Elbaz, le directeur, corrige le tir. C'est 550 francs par jour. Je dois payer mon hôtel, me nourrir et travailler pour 550 francs par jour. Non, c'est impossible. Alors, avec insistance, il m'offrit royalement 750 francs par jour et une participation aux frais de logement. Il ne me restait plus qu'à me nourrir. Bon, j'ai accepté. Oh, je ne le regrette pas. Les spectateurs étaient charmants. Ils m'adoraient. Cela devait faire râler les artistes pensionnaires, oui. Il y en avait un qui, au début, me trouvait fort à son goût. D'abord, il s'arrangea afin que je partage sa loge. René, c'est son prénom. Il avait tenu un cabaret dans le temps et voulu me faire visiter les lieux en compagnie de son petit ami chanteur, très sympa et assez jeune, 25-30 ans. Enfin, qui devait être un hétéro qui s'ignore. Bingo! J'avais raison car il s'est marié quelque temps après. Bon, après la visite, nous nous sommes retrouvés chez René en question. Et ce qui devait arriver arriva. Une invitation à une petite fête à trois que je refusais catégoriquement. Le petit ami ne s'affecta pas de ce refus, non. Mon collègue de loge, lui, ne l'accepta pas et prit une haine incommensurable vis-à-vis de moi. Il faisait des signes cabalistiques gravés dans du sel sur ma tablette de maquillage, et plein d'autres choses du même genre. Ah, ce sacré René. Je l'ai retrouvé des années après. Il n'avait pas changé. Même 30 ans après, il refusait de se retrouver en ma présence. Pour dire que la connerie, ça peut durer longtemps. J'ai participé à plusieurs revues. J'étais annoncé comme la vedette de la chanson en 1971, 71. Ou encore de l'Opéra de Lille en 72. Mais pour les spectatrices, j'étais surtout leur petit jeune qu'elles adoraient. Je recevais chaque jour des pâtisseries, on m'offrait des boissons à chaque inter-spectacle. J'étais invité par l'une ou l'autre pour souper, heureusement. Je réussissais toujours à décliner ces invitations en prétextant que je n'avais aucune soirée de libre. J'ai, je pense, interprété tous les personnages imaginables que peuvent penser un auteur, du borgne au clochard en passant par le joli petit minet à la mode ou par le niais du village. J'ai été un jour coureur cycliste, un autre danseur mondain, et puis encore un autre cocu magnifique. Rôles divers, tristes, romantiques, comiques, insignifiants, enfin tout. Rien ne m'a été épargné. Allez, je vais vous raconter, mais pour demain, la suite de cette aventure de la gaieté. À demain. Ciao.